7 décembre 1993, Félix Houphouët-Boigny, père de la nation ivoirienne, artisan de l'indépendance, nous quittait après 33 années de règne à la tête du pays. 7 décembre 2019, 26 ans, que Félix Houphouët-Boigny a disparu. La suite, on la connaît. Coup d'État réussi comme manqué, conflit de succession, le havre de paix a tangué. Les Ivoiriens en ont perdu le sommeil. Alors, question, les disciples de Félix Houphouët-Boigny ont-ils été à la hauteur? Qu'ont-ils fait de son héritage? Qu'est-ce qui les divise fondamentalement? L'espoir d'une réconciliation est-il encore possible? Mesdames et messieurs, bonsoir. Roger Bouginac de l'I ce matin. Alors, ma question ne sera pas une pétition de principe ni une déclaration de foi. Je voudrais simplement revenir à la communauté et au problème du cacao. Oui. Que pensez-vous à l'heure actuelle des pressions qui sont faites dans le cas de la communauté par la Grande-Bretagne pour pouvoir introduire des matières grasses non cocoïères dans la fabrication du chocolat? Est-ce que vous ne croyez pas que ça risque de déstabiliser une partie de votre économie nationale? Est-ce que vous avez l'intention de réagir avec la vigueur que l'on vous connaît et peut-être avec l'appui des amis que vous comptez dans la communauté européenne? C'est déjà fait. Nous n'avons pas attendu le Congrès. C'est déjà fait. Tous nos ambassadeurs sur place protestent. Et pour le moment, il n'y a que l'Angleterre et un ou deux pays. Mais la France, l'Allemagne fédérale, tous ces pays sont avec nous. Déjà, il y a baisse du prix de nos produits. Et si on introduit maintenant de la graisse végétale, eh bien, on va réduire la production. Nous avons diversifié la production agricole chez nous sur le plan de la qualité, sur le plan aussi de la quantité. Il faut qu'ils produisent, même si on ne les paye pas ce qu'ils peuvent, ce à quoi ils doivent prétendre, qu'ils produisent le maximum. Je vais vous dire une chose. J'ai dit que je ne voulais pas du triomphalisme, mais nos paysans reçoivent combien? 600 milliards CFA pour leur production de café, de cacao, de riz, de coton, de bananes, d'ananas. Si j'avais même, sur quelques 1500 milliards que reçoit le pays, si j'avais même du pétrole, est-ce que vous croyez que je pourrais redistribuer 600 milliards à chaque individu? Non. C'est là la figure de la Côte d'Ivoire. Nos paysans reçoivent directement de l'argent dont ils disposent pour leur équipement, pour améliorer leur niveau de vie, pour améliorer leur cadre de vie. Nous leur demandons de produire davantage. Un jour viendra où les choses ne seront pas comme elles sont aujourd'hui. Donc ils doivent travailler. Et si on veut introduire des matières grasses dans le cacao pour réduire d'1 centième la production, mais nous protestons. Ce qu'on attend de nous, mes frères attendent de moi, c'est l'effort. Le résultat ne m'appartient pas. Mais nous sommes là à crier. Même dans le désert, nous continuerons à crier pour que justice soit faite. Et un jour viendra où on nous entendra. C'est pour cela que je vous ai dit aux autres, il ne faut pas me mettre le bâillon. C'est pas vrai, c'est pas... Il faut que nous puissions parler maintenant. Il faut que nous puissions parler, que nous disions ce que nous voulons. On nous écoutera. Mais ne nous ramenez pas à des muets. Nous avons la langue. Il faut qu'elle parle. Et notre langue est libre. Chez nous, on dit, quand on a le bœuf sur la langue, on ne peut pas la remuer. Il n'y a pas de bœuf sur ma langue. 26 ans après sa disparition, que reste-t-il de l'héritage politique de Félix Houphouët-Boigny? Et si on en parlait, c'est en tout cas le thème retenu pour cette émission spéciale. Avec nous en plateau, plusieurs personnalités, dont 2 considérées pour leur proximité avec le père de la nation comme ses disciples. J'ai ainsi l'honneur de recevoir ce soir M. Laurent Dona Fologo. Il a été ministre sous Houphouët-Boigny.
proche collaborateur. Il a également été secrétaire général du PDCI RDA. Je voudrais m'arrêter là pour ce qui vous concerne. Bonsoir, monsieur Donat Fologo. Bonsoir. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup. À vos côtés, monsieur Bernard Ehui, qui a également partagé l'intimité de Félix Houphouët-Boigny. Il a également servi à ses côtés en qualité de ministre. Il a ensuite été ambassadeur. Bonsoir, Bernard Ehui. Bonsoir, vous représentez sur ce plateau le RHDP. Oui, madame. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est nous qui vous remercions, madame. Je vous en prie. Pour le compte du PDCI RDA, nous avons Dr Veilly Bernard. Bonsoir, monsieur. C'est vous qui porterez ce soir la parole pour le compte du PDCI RDA. C'est exact. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. Également, deux universitaires, deux historiens, professeur Nguessan Mohamed, chercheur associé à la Fondation Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix, également enseignant-chercheur à l'université de Cocody. Bonsoir, professeur. Bonsoir. À vos côtés, professeur Alou René de l'université Félix Houphouët-Boigny également. Bonsoir, professeur. Et merci à tous deux d'avoir accepté notre invitation. Alors, j'ai vu que tous, vous avez suivi avec beaucoup d'intérêt l'extrait qui est passé tout à l'heure concernant Félix Houphouët-Boigny. Monsieur Fologo, est-ce que vous vous souvenez de la période et du contexte de cette conférence? Oui, je crois que ce sont des mots forts qui nous rappellent un moment difficile. Je crois que c'était lors du 8e congrès ordinaire du PDCI RDA en 1985. Une période où, comme tout le monde le sait, les prix du café et du cacao avaient baissé et la situation était un peu difficile. Je vois là une réaction vigoureuse du président qui n'a pas donné tous les espoirs escomptés, mais enfin qui a compté. Parce que, voilà, on a pu redresser plus ou moins la situation, mais la situation internationale était difficile à cette époque-là. Monsieur Bernard Ehui, c'est bien cela? Oui, c'est bien cela. Je crois que c'était à la conférence de presse du 14 mai 85 qui a suivi le 8e congrès. J'ai suivi l'élément avec beaucoup d'intérêt parce que je viens d'Accra et le combat solitaire que vous faites maintenant à cette époque, solitaire, est devenu le combat de tout le monde. La Côte d'Ivoire et le Ghana, qui sont les deux premiers producteurs de cacao au monde, se sont entendus depuis la déclaration d'Abidjan, le 16 mars 2018, et le cacao va connaître un prix plancher qui ne peut plus descendre pour permettre à nos États de rétribuer le travail de nos producteurs. Donc, il a mené ce combat solitaire. Aujourd'hui, le Ghana, la Côte d'Ivoire, les autres pays, à nous deux, Ghana et Côte d'Ivoire, nous représentent plus de 60%, et ce combat commence à porter des fruits. Alors que quand Houphouët faisait la rétention du cacao, il était tout seul. Mais aujourd'hui, ça porte des fruits et nous en sommes heureux. Son combat porte des fruits aujourd'hui. D'accord. Alors, docteur Veilly, je le disais en vous présentant, vous êtes le représentant du PDCI RDA sur ce plateau. Cet extrait de Félix Houphouët-Boigny a été choisi à dessein, mais simplement parce que pour Houphouët, le développement de ce pays repose sur l'agriculture. L'agriculture elle-même portée par le couple café-cacao à l'époque. Cela s'inscrivait dans la vision de Félix Houphouët-Boigny. C'est exact, mais ça va plus loin. Vous savez, le PDCI RDA découle du syndicat agricole africain. Houphouët, son premier combat a commencé avec le combat pour la bonne rémunération des paysans africains. Et c'est ça le socle du PDCI RDA. Et c'est ce combat qu'il a continué après l'indépendance avec cet extrait que nous venons de voir, parce que son combat, ça a été le don de soi. C'est pour le bien-être de la population ivoirienne. C'est ce combat qu'il a mené jusqu'à son dernier souffle. Cela ne nous étonne pas. Nous avons vécu, nous étions étudiants à cette période, mais nous l'avons suivi, nous l'avons côtoyé, parce que c'était notre père, notre grand-père, mais nous avons suivi sa vision, et sa vision, ça a été toujours de mettre l'homme ivoirien au centre de sa préoccupation. Toute la politique d'Houphouët a tourné autour du bien-être de l'Ivoirien. Alors, professeur Nguessan, à cette époque-là, quel était l'état de l'économie en Côte d'Ivoire? Il faut dire qu'en 1960, le président Houphouët a fait le choix du développement de l'agriculture, avec comme épine dorsale le développement du café et du cacao
et de diversifier. Donc, le président Faure lui-même se disait paysan. Et il était touché par tout ce qui tournait autour de la production du café, du cacao et par tout ce qui concernait la vie des paysans. Donc, Houphouët a basé sa politique, qui d'ailleurs va nous donner des lauriers sur le développement de l'agriculture et donc du café et du cacao. En 1960, la Côte d'Ivoire était essentiellement un pays agricole. Au niveau de l'économie, c'est ce que je peux vous dire. D'accord. Alors, professeur Alou, moi, cet extrait me fait penser au fameux « On nous a trop volé d'Houphouët-Boigny ». Oui, est-ce que c'est... Voilà. Vous avez vu qu'il a parlé avec diplomatie. Et avec vigueur aussi, oui, pas forcément... Avec vigueur, mais aussi avec diplomatie, avec tact. Il y a eu un autre épisode où le président Mitterrand était à ses côtés et il disait, mais avec le revenu de moitié que la Côte d'Ivoire a, mais si un pays européen était dans cette situation, est-ce que ce pays-là tiendrait? C'était la question que le président Houphouët posait. Mais je pense qu'il n'a pas seulement compté sur peut-être le soutien extérieur, mais lui-même, il a amené les planteurs à diversifier, je peux dire l'échiquier de l'agriculture, avec le palmier à huile, avec l'EVA, avec l'ananas. On a vu comment l'ananas a enrichi certaines personnes dans la région de Bonois. Donc le président Houphouët, au niveau de l'agriculture, a diversifié les choses. Mais évidemment, les deux mamelles, c'était le café et le cacao. Mais il a diversifié les choses pour que, je peux dire, le budget de l'économie, enfin le budget du pays et puis aussi les revenus des planteurs soient améliorés et ne reposent pas seulement sur les deux mamelles que sont le café et le cacao. Et je pense qu'à ce niveau-là, il a parfaitement reçu l'exercice. Voilà. D'accord. Alors, Monsieur Huy Bernard, la vision de Félix Houphouët-Boigny pour la Côte d'Ivoire, vous qui l'avez côtoyé, est-ce que vous pouvez nous la résumer? Le président Houphouët-Boigny avait une grande vision pour la Côte d'Ivoire. Une vision de pays développé et de pays respecté. De pays développé, de pays respecté. C'était ça la vision de Félix Houphouët-Boigny pour son pays. Alors, le point de départ, c'est l'agriculture, M. Fologo. Tout à fait. Pourquoi ce choix et voilà, comment cela a été mené? On l'a entendu mettre dans la balance le pétrole également, mais avec le choix porté sur l'agriculture. Pourquoi? Je crois que le professeur l'a dit, dès le départ, ça a été le choix de la sagesse. Ce n'était pas les minéraux, est-ce qu'on avait du pétrole, est-ce qu'on n'en avait pas, l'or, etc. Il fallait d'abord travailler la terre ivoirienne, qui devait être la terre nourricière de notre peuple. Je crois que tout le monde a rendu hommage à ce choix de sagesse. Et il disait, peut-être avons-nous du pétrole, mais j'ai prie Dieu que nous ne trouvions le pétrole que le plus tard possible. Parce qu'on avait constaté que tous les pays qui avaient commencé par le pétrole avaient très mal terminé. Vous le savez, jusqu'aujourd'hui, le pétrole a fait... Il y a un ami d'un grand pays producteur de pétrole en Afrique, que je ne vais pas citer, qui me disait « Le pétrole, c'est la malédiction suprême. » C'est-à-dire que partout où il y a eu du pétrole, il y a eu des troubles, une exploitation éhontée, etc. Il faut d'abord nourrir le peuple. Et je crois que ça, le président Houphouët a eu raison 100%, on l'a vu. Aujourd'hui, nous avons peut-être un peu de pétrole, mais d'abord l'agriculture. Je crois que l'agriculture continue à être la mamelle nourricière de la Côte d'Ivoire. Il avait donc fait un bon choix. Tout à fait. D'accord. Alors, nous avons également rencontré quelqu'un que vous avez certainement connu, M. Lambert Amontano, qui a également été ministre sous Félix Houphouët-Boigny. Il a été ministre de l'Éducation et M. Lambert Amontano nous a appris ou nous a confirmé que pour Félix Houphouët-Boigny, l'éducation était un pan important de sa stratégie. Je vous propose de l'écouter. Très jeune, j'ai été coopté pour diriger le syndicat d'enseignement en Côte d'Ivoire et j'ai fédéré tous les syndicats existants. Et lorsque nous avons décidé de fondre tous les syndicats en une seule centrale,
nous sommes allés lui annoncer notre intention. Il aurait pu s'en effrayer. Il a dit, vous avez raison de vous entendre pour mener le combat qui est aussi un combat politique. Voilà comment vous pouvez m'a connu et qui m'a appelé à assumer toutes les hautes fonctions de responsabilité ici comme en Europe. Alors sa vision, c'est un privilège que j'ai eu, c'est que l'école, l'enseignement était la priorité de sa politique. Pourquoi? Il faut préparer les jeunes appelés à diriger le pays. Il y a eu un débat d'ailleurs quand il est rentré, parce qu'il était un peu prisonnier des gouvernements français. Il a décidé en 1959 de rentrer pour prendre la direction de la gestion de la Côte d'Ivoire. Il y a eu un débat. Moi, je suis intervenu en tant que syndicaliste pour réclamer l'ivoirisation des cadres. Il a dit, il ne fait pas noircir les cadres. Pour le plaisir de noircir, il faut des cadres compétents. Les Européens disaient que nous avons une infériorité congénitale. Et l'école, finalement, est devenue un instrument de colonisation. Et au lieu de discuter, il a dit, je vais envoyer des élèves en France, fréquenter les mêmes écoles que les fils des colons, compétir à armes égales pour acquérir les mêmes diplômes. Comme ça, il n'y a pas de discussion. Alors, professeur Alou, l'ivoirisation des cadres, on en parle. En quoi cela a consisté, et quels ont été les résultats de cette politique-là? Bon, je me souviens, moi, j'ai été élève d'abord au CG d'Aboisseau. Et au CG d'Aboisseau, beaucoup de nos enseignants étaient des Français, c'était des Blancs. C'était des Blancs. Et petit à petit, on a vu arriver des enseignants ivoiriens qui les ont remplacés progressivement. Quand j'arrive au lycée de Bassam, je peux dire autour de 79, mais je constate que le nombre de blancs diminue. Et à l'université Félix Houphouët-Boigny, 80 tiers. Mais nous avions encore beaucoup d'enseignants au département d'histoire qui étaient des Européens. Et je crois qu'autour de, disons, 87, 88, il n'y en avait pratiquement plus au département d'histoire. Ils étaient tous partis, remplacés par des docteurs, des professeurs ivoiriens. Donc, cette politique de l'ivoirisation a parfaitement fonctionné. Ça a parfaitement fonctionné. Voilà, c'est ce que je peux dire, ça a parfaitement fonctionné. Alors, M. Bernard, oui, l'ivoirisation des cadres, donc leur formation, ce n'était pas que pour l'enseignement, ce sont ces jeunes Ivoiriens d'hier qui ont été formés, qui ont bâti la nation. Oui, vous vous souvenez de l'aventure 46, nous Exactement. autres on naissait en 46, mais déjà en 46, Houphouët s'était préoccupé de former ce qui devait être l'essentiel des valeurs du pays, les hommes. Donc il fallait former les hommes. Il fallait former les hommes. Il a fait l'équipe de l'aventure 46 pour former un contingent. Et ensuite, il a envoyé ici d'autres, en dehors de l'aventure 46, il en a envoyé. Avant même de chercher à faire l'université en Côte d'Ivoire à partir des années 63-64, il y avait déjà le cours supérieur déjà qui fonctionnait. C'était un souci pour le président Houphouët-Boigny. Il disait qu'à l'indépendance, la Côte d'Ivoire n'avait que 3 universités. Il le disait à l'indépendance, il n'y avait que 3 universités. Il fallait donc former les hommes pour assurer la marche du pays. C'était un souci permanent pour lui. Et comme dit le doyen, au Conseil national, quand le problème de l'ivoirisation s'est posé, il a été très direct en disant qu'il ne s'agit pas de faire du noircissement, de remplacer un blanc par un noir, mais de remplacer un professeur blanc par un professeur ivoirien, de remplacer un médecin blanc par un médecin ivoirien. C'était ça l'ivoirisation et non le noircissement. Donc nous tous, nous avons applaudi. Cette politique a porté des fruits aujourd'hui, comme dit le professeur, partout dans tous les secteurs, c'est les Ivoiriens qui sont aux affaires. Monsieur Fologo, cette politique-là ne se fait pas sans écueil. Il y a forcément des problèmes qu'on rencontre en route. Le président Houphouët-Boigny nous a enseigné et nous a instruit des difficultés qu'il a eues pour engager le combat pour l'éducation en Côte d'Ivoire. Vous savez qu'il n'y avait pas un seul collège en Côte d'Ivoire dans les années 60, il n'y avait pas. Et
pourquoi il y a eu l'aventure 46, c'est parce que ici, toutes les tentatives pour former les secondaires, eh bien, c'était difficile. Il y avait beaucoup de difficultés. Il n'y avait que Dakar, qui était à l'époque la capitale de l'AOF, comme on disait, eh bien, qui avait un lycée. Donc, lui, il a pris sur lui la décision d'envoyer les premiers en France, en 1946, dans des conditions assez difficiles. Je crois qu'un des points essentiels de l'œuvre de Houphouët-Boigny, c'est l'éducation. Tout à l'heure, j'échangeais un peu avec les professeurs en aparté et je leur disais qu'il est important pour nous que l'école ivoirienne ne baisse pas. Nous qui avons eu la chance de connaître les débuts de l'indépendance, cette école vivante et respectée par le monde, nous souhaitons que l'école ivoirienne se redresse et reprenne le flambeau que le président Houphouët-Boigny nous a laissé. C'est capital, la formation. On dit qu'il n'y a de richesse que l'homme. On peut tout perdre, mais la formation qu'on reçoit, personne ne peut vous l'enlever. C'est capital. Il faut que nos enfants, il faut que nos petits frères, il faut que nos enfants, nos petits-enfants apprennent que l'école, c'est essentiel, c'est fondamental. Et le président Houphouët-Boigny l'a compris très tôt. La Côte d'Ivoire était l'un des pays les moins scolarisés à l'indépendance. Avant sa mort, il a hissé la Côte d'Ivoire au premier rang de l'Afrique de l'Ouest, en tout cas, de la formation. C'est capital, il faut retenir cela. D'accord. Alors, un mot là-dessus, docteur Veilly. Oui, ce que je voulais ajouter à ce que mes prédécesseurs ont dit, c'est que Houphouët était d'abord un homme de vision. Sa vision d'avant l'indépendance et la vision d'après l'indépendance, c'était de bâtir une nation ivoirienne. Parce qu'il le disait, nous avons hérité d'un État, mais pas d'une nation. Parce que l'État existe sur papier, mais la nation, il faut la construire. Il a dit que la Côte d'Ivoire est constituée d'une 60aine d'ethnies et chacun doit se reconnaître dans une entité qui est la nation. Et c'est pour cela que tout ce qu'il a fait, c'est de faire en sorte qu'il ait le partage et la solidarité. J'en dit, l'aventure 46, on a sélectionné les élèves et les étudiants dans toutes les régions de Côte d'Ivoire. Ensuite, pour accentuer l'ivoirisation des cadres, surtout dans l'enseignement, il a instauré la politique de décrochage de salaire. À diplôme égal, par ailleurs, nous, quand nous sommes sortis de l'université, en tant que médecin et pharmacien, nous avions 150 000 par mois. Quand un enseignant de CAP-CG qui bac plus 2 avait le double, sinon le triple salaire. Tout ça, c'était une volonté de pouvoir vraiment ivoiriser, remplacer, comme il a dit, mais il fallait qu'en amont, il y ait eu déjà la formation des cadres compétents pour pouvoir les compétences requises. Et ça, cela procède de sa vision qu'il avait. Il en avait dans d'autres secteurs, parce qu'au Houphouët-Boigny, c'était un homme d'abord multidimensionnel. Mais comme le sujet actuel, c'est sur l'éducation, et il a vraiment appliqué cette vision, et il a eu raison aujourd'hui. Parce que quand vous regardez la multitude des cadres, avant, effectivement, tout se passait ici, mais vous regardez dans toutes les institutions internationales, on n'a pas, nous avons la compétence avérée dans tous les secteurs de la Côte d'Ivoire. Mais cela procède de la vision de Houphouët-Boigny et qu'il a planifié. Je me rappelle que le congrès du PDCI qui se déroulait tous les 5 ans, au sortir de chaque congrès, il y avait un plan, dit plan quinquennal, qui prévoyait déjà ce qui allait être fait pendant 5 ans entre les 2 congrès. Et quand on partait au prochain congrès, on en faisait le bilan, on faisait les corrections et on prenait maintenant des projections pour les 5 années à venir. C'est un homme de vision, un homme pragmatique et nous disait qu'il n'aime pas les discours en isme. Parce qu'un homme qui a faim n'est pas un homme libre. Il agissait sur le quotidien de l'Ivoirien et je crois que c'est ça aussi qui a fait que 26 ans après, Houphouët-Boigny reste dans l'âme, la mémoire et la conscience de chaque Ivoirien. D'accord, exactement. Alors, Houphouët-Boigny était bâtisseur, il avait sa vision, mais en bonne place dans cette vision figurait la notion de paix. Et justement, sur ce dernier point, le père fondateur n'économisait pas son énergie. Des actes forts en faveur de la paix, il en a posé. Je vous propose de suivre cet élément de Astou Touré. Souvent qu'il est plus facile de faire la guerre que de faire la paix. Et quand le dialogue n'a pas fait l'économie de la guerre, un jour il faudra bien mettre fin à cette guerre. Et il faudra recourir au dialogue.
Son règne aura été marqué par la recherche, la sauvegarde et le maintien de la paix. Pour Feu Félix Houphouët-Boigny, la paix est une valeur précieuse. Pour marquer cet engagement à la préservation de la paix, les initiatives se sont succédées, au nombre desquelles la création le 10 novembre 1973 de la Fondation Félix Houphouët-Boigny à Yamoussoukro. 24 ans après, cette institution devient la Fondation Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix, inaugurée par le directeur général de l'UNESCO d'alors, Federico Mayor. La Fondation s'emploie sous l'égide de l'UNESCO à réaliser des objectifs et missions au service de la paix. La Fondation se propose également de diffuser le message du président Félix Houphouët-Boigny aux générations présentes et futures, de faire connaître son œuvre à travers sa pensée politique et philosophique fondée sur la quête permanente de la paix. Le 10 septembre 1990, le pape Jean-Paul II inaugurait la plus grande basilique du monde. Haute de 158 mètres, la basilique Notre-Dame de la Paix a une capacité de 18 000 places. D'un coût estimé à 40 milliards de francs CFA, l'édifice financé par le premier président de la Côte d'Ivoire est devenu aujourd'hui un centre de tourisme et de pèlerinage qui attire tous les ans des milliers de visiteurs. La basilique était temporelle, c'est une infrastructure qui transcende les temps et les espaces. Le prix Houphouët-Boigny est censé être intemporel aussi, un peu comme le prix Nobel de la paix, qui est décerné chaque année à ceux qui proclament la paix, qui posent des actes de foi en matière de paix. Et nous sommes persuadés que le prix Houphouët-Boigny sera également un élément intemporel qui va nous rappeler justement l'œuvre du président Houphouët-Boigny, homme de paix. Pour rendre hommage à l'action du président Félix Houphouët-Boigny en faveur de la paix dans le monde, le prix Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix, qui est aujourd'hui la distinction la plus importante décernée par une organisation du système des Nations Unies dans le domaine de la paix, se propose d'honorer les personnes, organismes ou institutions ayant contribué de manière significative à la promotion, à la recherche et à la sauvegarde de la paix, dans l'esprit de l'acte constitutif de l'UNESCO et de la Charte des Nations Unies. La conférence générale de l'UNESCO a tenu par ce geste à mettre en lumière l'exemplarité du combat d'un homme qui a consacré toute sa vie à la défense de la paix. Elle a insisté sur le caractère hautement symbolique de sa personnalité qui a constitué pendant plus de 50 ans un pont d'amitié et de fraternité entre l'Afrique, l'Europe et le monde. La vie, c'est une course. Personne n'a encore atteint son plein développement. Et on ne juge pas au départ. Mais à l'arrivée, personne n'est arrivé. Donc, allez, courez avec eux. Professeur Nguessan, je le disais tantôt, vous êtes chercheur associé à la Fondation Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix. Concrètement, qu'est-ce que vous faites au sein de cette institution? D'abord, avant de vous répondre, permettez-moi de citer le président Houphouët. Il disait que la paix n'était pas un vain mot, mais c'était un comportement et que c'était le préalable à tout développement. Alors, le président Houphouët fait le pari de la paix dès le 7 août 1960, déjà à la proclamation de l'indépendance. Ce 7 août, il proclame l'indépendance, ensuite il fait un second discours qui est le discours d'orientation. Il le dit, je le cite, « C'est à la paix que nous souhaitons la consacrer. Consacrer notre indépendance à la paix. » Et à partir de 1973, tous ces discours seront estampillés du mot paix. Et vers la fin de sa vie, il terminait son discours par « Dieu est amour ». Donc la paix à l'intérieur de la Côte d'Ivoire, la paix entre la Côte d'Ivoire et le reste du monde. Alors, Houphouët-Boigny, il faut le dire, presque toutes les grandes réalisations de ce pays datent de ce climat de paix. Tout ce que la Côte d'Ivoire a réalisé, qui forge aujourd'hui notre respect et qui forge notre dignité, ont été réalisés durant la période de Houphouët-Boigny sous ce climat de paix. Alors la Fondation, pour revenir à votre question, essaie de perpétuer la pensée du président Houphouët-Boigny à travers les colloques, à travers les journaux d'études et heureusement les actes de ces colloques sont publiés. Il suffit d'aller les consulter et les uns et les autres auront l'occasion de s'abreuver à la source de la pensée du président Houphouët-Boigny. Donc voilà un peu ce que nous faisons modestement à Yamoussoukro
pour perpétuer l'œuvre de paix du président Houphouët-Boigny. Vous positionnez comme une mémoire d'Houphouët-Boigny ou un instrument à la recherche de la paix, un instrument qui contribue... D'abord, une mémoire du président Houphouët-Boigny. Qu'est-ce qu'il a fait? Il faut entretenir cette mémoire. Aujourd'hui, il faut le souligner. Le président Houphouët, aujourd'hui, appartient au patrimoine immatériel de la Côte d'Ivoire, je dirais même de l'Afrique. Il n'appartient pas à un parti politique. On peut être fouettiste sans être RHDP, sans être PDC, sans même être ivoirien. Il ne faut pas réduire le président Houphouët au parti politique. On va en arriver tout à l'heure. Donc, c'est comment dirais-je, sa mémoire qui est entretenue et aussi comment gérer la paix qui nous a comment dirais-je, léguée et que malheureusement nous avons mis en difficulté. D'accord. Alors, M. Fologo, comment le projet de Fondation pour la recherche de la paix a-t-il été pensé? Alors, pour savoir comment est né, comment est né ce projet, il faut rappeler la conférence de Yamoussoukro que le président avait organisée. Moi, j'étais un des membres du comité d'organisation, avec Bala Keïta, paix à son âme, etc. Cette conférence a été organisée avec le concours de l'UNESCO à Yamoussoukro. On disait la paix dans l'esprit des hommes. C'est au cours de cette conférence que l'idée est née. Le président Houphouët-Boigny, sous, disons, l'inspiration un peu de Matar Mbow, qui était directeur général de l'UNESCO, a suggéré qu'une fondation soit créée qui ne portait pas son nom. Il l'appelait la Fondation de la paix. C'est Matar Mbow qui a dit « Elle va porter votre nom pour ce que vous avez fait ». C'est venu comme ça. Et l'idée a germé. Puis il y a eu la conférence internationale de l'UNESCO à Paris, où le ministre de l'Éducation nationale de la Côte d'Ivoire était présent. Et c'est là-bas que la décision a été prise par l'Assemblée générale à l'unanimité d'organiser et de créer le prix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix. Il insistait beaucoup pour qu'on dise, il ne disait pas le prix Houphouët-Boigny de la paix, le prix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix. Ça, il insistait sur ce mot-là. C'est pourquoi j'insiste dessus également. Et à partir de là, le prix est devenu une affaire de l'UNESCO. Et je crois que le président Houphouët-Boigny a été sage de confier ce grand projet à l'UNESCO. Aujourd'hui, le prix fonctionne, il est géré par l'UNESCO et le jury est un jury international qui désigne, comme vous le savez, chaque année, le lauréat. Voilà comment est venue cette idée du prix de la paix. Et je suis content que de la Fondation, on voit de l'autre côté la basilique de la paix. Bon, vous savez, à un moment donné, on a même pensé que le président Houphouët-Boigny finirait par baptiser Yamoussoukro, je ne sais pas, la paix-ville, parce que tout était, la paix, c'était capital pour lui. C'était comme une obsession. On dirait qu'aujourd'hui, avec le recul, je me dis que ce grand homme voyait ce qui allait nous arriver après lui. Il en avait même une certaine hantise, il avait peur qu'après lui, on connaisse des difficultés. Et c'est pour cela qu'il a tout fait pour nous inculquer l'idée de paix dans nos esprits. Malheureusement, on n'a pas échappé. Mais avec le recul, je me dis, il y avait sûrement quelque chose. D'accord. Monsieur Louis Bernard, quel acte fort vous vous souvenez que Houphouët-Boigny a posé au nom de la paix? Avant de répondre à votre question, permettez-moi de corriger un peu ce qui a été dit sur le plateau. Nous sommes les disciples de Houphouët-Boigny. Nous devons connaître l'enseignement de Houphouët-Boigny par cœur. Allez-y. Il y a une phrase qu'on répète souvent en l'écorchant. Houphouët a dit la paix, ce n'est pas un mot, c'est un comportement. Cette phrase-là, il a prononcé le 30 juin
1976 à l'occasion de la réunion du Conseil économique et social de l'UNESCO à Abidjan au palais Félix Houphouët-Boigny. Et c'était la conclusion d'un développement qu'il faisait sur la paix, la recherche de la paix. Et sur la recherche de la paix, il disait ceci: rien ne changera dans ce domaine tant que les hommes politiques ne feront de la paix que le simple habillage de leur politique. Tout changera quand la recherche de la paix deviendra leur préoccupation essentielle, l'objet premier de leur préoccupation. Alors, en ce moment, tous les objectifs qu'ils poursuivaient leur paraîtront alors dérisoires et pervers. La paix, ce n'est pas un mot, c'est un comportement. 30 juin 1976. Merci de nous le rappeler. C'est vraiment ça, c'est notre catéchisme, nous les disciples. Alors, venons-en à cet acte fort au nom de la paix qui vous a véritablement marqué en tant que disciple de Félix Houphouët-Boigny. En tant que disciple de Houphouët-Boigny, nous étions sur le plateau de la télévision. Le ministre Bala qui était à porte-parole, accompagné du ministre Paul Guidibo, du ministre Eyu Bernard, pour aller délivrer le communiqué du PDCI-RDA suite à la création par l'UNESCO du prix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix. Ce prix est un couronnement de l'action de paix que Houphouët a menée. Et nous en étions très fiers et très heureux. C'est un couronnement qu'il ait fait la basilique pour la recherche. Et le secrétaire général, le président Forogo fait bien de dire, au fond, ce n'était pas la paix, mais la recherche de la paix. C'est une entreprise continue. Continue. La paix, chez lui, c'est une obsession. Il faut la paix, mais pour faire, il s'appuyait sur des valeurs cardinales pour maintenir la paix. L'unité, l'union doit favoriser la paix. Le dialogue doit supporter la paix. S'il n'y a pas d'union, on ne peut pas parler de paix. S'il n'y a pas de dialogue, on ne peut pas parler de paix. Donc la paix était supportée, c'était le supra, n'est-ce pas, le substrat de sa pensée, de son action pour maintenir notre pays dans un état qui permette son développement. Alors, vous me posez la question, mais le premier que nous retenons tous, c'est le fait d'avoir consacré ces efforts à construire la Fondation pour la recherche de la paix. Et vous me donnez là l'occasion de remercier la Fondation pour le travail qu'elle fait. Parce que nous étions dans l'anthologie des discours, on en était au 4e tome. La Fondation vient de nous donner le 5e et le 6e tome. Il faut donc leur rendre gloire pour cela. Ça nous permet aujourd'hui d'avoir une réflexion continue sur la pensée, sur l'œuvre de Houphouët-Boigny. Alors aujourd'hui, nous parlons de Houphouët, mais je ne sais pas qu'est-ce que vous allez dire après, mais tout ce que nous devons retenir, c'est que l'héritage qu'il nous laisse, que Houphouët nous laisse, est un grand héritage. C'est-à-dire une Côte d'Ivoire debout, qui marche grâce à la paix, grâce au dialogue, grâce à la patience, grâce à la tolérance. Houphouët nous a laissé une Côte d'Ivoire qui est debout aujourd'hui, qui marche grâce à un de ses disciples, un nouveau disciple qui nous conduit, qui s'appelle Alassane Ouattara. Alors cette Côte d'Ivoire-là, je dis debout, parce que Houphouët l'a placé, l'a édifié sur le fondement institutionnel, en lui donnant ce que c'est que l'État. La Côte d'Ivoire est un État républicain, un État, une démocratie républicaine. Les fondamentaux de l'économie de marché, de l'économie libérale, il faut les apposer. C'est pour cela qu'aujourd'hui l'héritage tient. L'héritage tient aussi grâce aux vertus cardinales qu'il nous a enseignées, que nous devons mettre en pratique pour cultiver la paix. Alors, on y est, on va poursuivre tout à l'heure avec vous, mais avant, je voudrais qu'on voit ces images de la commémoration du 26e anniversaire du décès de Félix Houphouët-Boigny. Cette commémoration a donné lieu à 2 célébrations. C'est quand même assez, on va dire, symptomatique de la situation que vit la famille houphouëtiste. Nous avons eu une première célébration organisé par le PDCI RDA à Abidjan, ici à la cathédrale, avec à sa tête son président, M. Henri Konan Bédié, les membres du bureau politique et les militants et sympathisants du parti. Également une deuxième célébration à Yamoussoukro avec le RHDP. Elle a vu la participation du président Alassane Ouattara. Au menu, une rencontre avec les chefs baoulés, une messe commémorative à la basilique Notre-Dame de la Paix, un meeting qui a mobilisé de nombreux militants et sympathisants. Docteur Veilly, comment avez-vous vécu cette journée?
Avant d'en arriver là, je voulais rebondir un peu sur la politique de paix de Houphouët-Boigny. Vous savez, ce n'était pas pour lui une vue de l'esprit, ce n'était pas une théorie, idéologie politique, c'était un fait en rapport avec ce qui doit profiter à la population ivoirienne. Au soir de sa vie, il a dit, comme il était un homme modeste et humble, il a dit le peu que nous avons pu réaliser dans ce pays, nous le devons au climat de paix. Parce que sans la paix, il n'y a aucun développement. Je pense que c'était d'abord le fondement, parce qu'il était conscient que dans le désordre, et il le disait, je préfère l'injustice au désordre. Parce que l'injustice, on peut la réparer, mais quand le désordre s'installe, nous sommes témoins aujourd'hui. Depuis 1999, nous sommes rentrés dans une spirale de désordre et nous n'en sommes pas encore sortis. Donc c'était justement un préalable à toute l'action politique qui devait dérouler par la suite. Et moi, le fait qui m'a le plus marqué, comme il a dit, lui, il préférait le dialogue à toute forme de guerre. Parce qu'il dit, quand on fait la guerre, on finit toujours par le dialogue. Et au moment où on vient dialoguer, il y a une citadelle de méfiance qui s'installe, qui rend les discussions difficiles. Le fait qui m'a marqué, c'est qu'au moment où le monde entier disait qu'il faut faire l'embargo sur le système de l'apartheid, il faut attaquer, il faut armer l'ANC, il a désigné le sort fait les choses, un de ses collaborateurs, en la personne du président Fologo, avec, pour les Blancs en ce moment, c'était vraiment une agression, je dirais, physique, qui est partie, lui, un noir, un nègre, bon teint, avec son épouse, qui était une blanche. Ça, c'était un signal fort qui montrait vraiment la pensée et la dimension vraiment de l'homme, Félix Houphouët-Boigny. Ça, c'était un acte très important pour la paix et ça nous a marqué. Nous étions jeunes, encore au lycée, mais par la suite, nous avons compris quelle était la véritable portée de cela. Et finalement, ce qu'ils disaient, tous les pays africains qui disaient il faut armer l'ANC, il faut faire ceci, mais ce n'est pas le dialogue. Que Nelson Mandela est sorti de prison, que tout ce qui a suivi et que les Noirs ont aujourd'hui la gestion de l'Afrique du Sud. Et je crois que c'est un homme visionnaire. Nous ne cesserons jamais de le dire. Avant de revenir à vous, oui. Monsieur Bernard, excusez-moi. Alors, Monsieur Fologo, ce qu'il dit est vrai. Quel a été le fruit de cette médiation-là? Bon, ce n'était pas une médiation. Comme il a dit, le président Houphouët-Boigny voulait choquer le monde à partir du sol sud-africain. Choquer une blanche, un noir, un métis, Noël Eba. C'était mon collaborateur de la radio. Et nous sommes partis pour bien montrer comment les races pouvaient ensemble vivre en Côte d'Ivoire, vivre ensemble. Et je crois que ce qui est important dans ce qu'a dit mon jeune frère, docteur Vi, c'est que pendant que se déroulait cette opération, De Klerk, qui est un des tenants de l'apartheid, s'est rendu à Yamoussoukro. Vous vous souvenez? Il a été reçu par le président. Puis après, Botha est passé à Yamoussoukro. Ils ont défilé tous pour aboutir à ce qu'on attendait tous, la libération de Mandela. Ce n'est pas mon voyage là-bas, bon, c'était pour choquer un peu le monde, pour montrer. Et vous savez, avant de partir, le président Houphouët-Boigny m'a dit des choses très, très profondes. Ma première déclaration, quand je suis arrivé en Afrique du Sud, à l'aéroport, alors que je ne savais pas ce qui allait se passer. Vous savez, on avait un peu la trouille, hein, c'était pas évident. Quand vous débarquez à l'aéroport de Johannesburg comme ça, avec une blanche, avec... tout pouvait arriver, hein, tout pouvait nous arriver. Mais j'ai dit, voilà un pays qui est peut-être la plus belle terre d'Afrique. Parce qu'effectivement, quand vous allez là-bas, enfin, maintenant tout le monde peut y aller. C'est une très belle, c'est une des plus belles terres. Mais j'ai dit, il y a un poison ici. Ce poison s'appelle le racisme de l'apartheid. Notre président nous a envoyé vous demander d'extirper ce poison pour que ce soit la plus belle région d'Afrique. Voilà. Après cette première déclaration, il y a eu une espèce de calme et tous les journaux blancs de l'Afrique du Sud ont repris ma déclaration et le voyage a été merveilleux par la suite.
C'est pour dire que le président Houphouët-Boigny voyait très loin. Il n'a pas pris les armes. Certes, il n'a pas condamné ceux qui prônaient, comme disait VI, les armes, l'usage des armes, mais il a utilisé cette voie et je pense qu'elle a eu sa part. Je ne dis pas que c'est ce seul voyage qui a fait libérer Nelson Mandela, mais qui a fait défiler à Yamoussoukro les plus grands tenants de l'apartheid et qui ont abouti. Le jour que Mandela est sorti et a été président de la République, a été élu président de la République, j'étais à Pretoria. J'étais à l'investiture du président Mandela, où il y avait Fidel Castro, où il y avait les Américains, où il y avait... Tout le monde entier était là. Je vous dis que j'avais la chair de poule quand j'ai vu De Klerk embrasser Mandela, où il a dit « Les geôliers d'hier embrassent son prisonnier », se sont embrassés. C'est pour dire jusqu'où le dialogue et la volonté de paix peut aller, peut conduire. D'accord. Monsieur Ewi Bernard, très rapidement, avant qu'on en revienne à la commémoration du 7 décembre. Non, je voulais insister vraiment sur le dialogue qui a été synthétisé par la conférence de presse du 28 avril 1971, conférence de presse sur le dialogue, pour préparer l'avènement de tout ce dont on parle, de la libération de Mandela. Et Houphouët l'a préparé et c'est ce jour-là qu'il a, entre autres, défini à nouveau la paix, comment cultiver la paix à l'intérieur et poser les conditions de la paix intérieure. La justice, l'amour, la tolérance, la fraternité, pour qu'on ait à l'intérieur de nos frontières la paix, sans laquelle nous ne pouvons pas apparaître comme autour de la table au niveau du Conseil des Nations. D'accord. C'était très important. À l'Assemblée nationale. D'accord, merci beaucoup. Pour revenir effectivement à votre question, à la commémoration du 7 décembre, on a eu 2 célébrations. Oui. Et comment vous, au PDCI, vous l'avez vécu? Bon, nous l'avons vécu parce que nous connaissons l'homme. Houphouët-Boigny était d'abord un homme pieux. Quand bien même qu'il soit d'origine animiste, mais il a embrassé le catholicisme, disons, la chrétienté, et il a vécu cela durant toute sa longue carrière politique. Alors, chez cet homme, il y a des dates importantes. La date du décès, il s'agit de se recueillir. Et le recueillement pour se remémorer de cette grande perte que le PDCI a vécue, ça s'est fait vraiment dans la concertation, dans le recueillement spirituel, et c'est notre voie. Nous avons estimé que ce jour-là, ce n'est pas le jour des tintamarres, ce n'est pas le jour de choses, mais c'est le jour où il faut s'adresser à Dieu. Pour lui dire merci de nous avoir donné cet homme, parce que ces gens d'hommes politiques traversent les siècles. La France a connu De Gaulle. On va tout faire, De Gaulle, personne ne peut égaler De Gaulle. Aujourd'hui, nous avons eu Houphouët. Ça a été une grâce pour nous. Comme M. Ewi le disait tout à l'heure, Houphouët a utilisé son expérience acquise dans les différents gouvernements français pour venir établir le socle de la nation ivoirienne, dans tous les domaines. Vous n'avez pas une sorte d'amertume qu'il y ait 2 commémorations à cette même date-là? Non, vous savez, dans une famille, surtout famille d'Houphouët, le professeur le disait tout à l'heure, Houphouët, ce n'est pas seulement l'Ivoirien, ce n'est pas seulement le PDCI, ce n'est pas seulement... Il y a aussi l'Afrique. Et chacun ses susceptibilités. Nous, au PDCI, nous estimons qu'à cette date importante-là, ce qui convient, c'est de se recueillir. Nous n'avons pas à condamner Pierre ou Paul, mais nous, c'est notre voix. Voilà un peu ce que nous avons... Alors, vous étiez à Abidjan, à la cathédrale. Voilà. Monsieur Ewi Bernard était à Yamoussoukro avec le RHDP, voilà, dont il est membre fondateur. J'ai tout de suite envie de vous demander, Monsieur Ewi Bernard, vous connaissez très bien au PDCI. Pourquoi avez-vous quitté cette maison? Non, permettez que je parle d'abord de la commémoration du 26 après, je reviendrai à cette question qui est essentielle. Non. D'accord, allez-y. Nous étions, nous, en pèlerinage sur les terres de Houphouët-Boigny. Notre rassemblement à Yamoussoukro, les 6 et 7 décembre, c'était un pèlerinage. Et ce pèlerinage a compté 3 temps forts. D'abord, nous sommes allés faire un dépôt de gerbes sur la tombe de Houphouët-Boigny pour dire à Houphouët qu'on ne l'oublie pas. Le deuxième temps fort, ça a été la messe à la basilique, présidée par Monseigneur Touapri, qui a lancé un message fort à la Côte d'Ivoire.
Et il conclut en disant « Dieu ne permettra jamais que la Côte d'Ivoire sombre dans le chaos ». Il a prié pour toute la Côte d'Ivoire. Il a prié pour les dirigeants. Le troisième temps fort, c'est le rassemblement. Le rassemblement pour dire que nous existons après le pèlerinage, après les prières. Nous faisons le rassemblement pour démontrer que nous constituons la première force politique. Quand on constitue la première force politique, il ne faut pas s'en cacher. Il faut l'affirmer. Nous l'avons affirmé. Nous ne sommes pas allés nous divertir ailleurs, à la plage. Non, nous sommes sur la place Jean-Paul II. L'unicité de la famille Houphouët-Boigny, ça ne vous a pas manqué un tout... Vous n'avez pas regretté qu'on se retrouve avec 2 commémorations à cette même date? La famille est une grande famille et aujourd'hui, ce que nous avons vécu, alors je reprends votre question, les 6 et 7 est la conséquence de l'échec de l'entreprise commune que nous avons engagée depuis Accra 3 jusqu'au 17 juin 2018. C'est parce que ça n'a pas marché qu'on s'est retrouvé là, 2 membres de la même famille, un groupe à Yamoussoukro, un groupe à Abidjan. Mais nous sommes les disciples, on ne cesse de le répéter, on ne le répétera jamais assez. Nous disons qu'avec le dialogue, tout est possible. Dans une famille, on peut se diviser un moment. En dialogue, on peut se retrouver. Donc, pour nous, aucune porte n'est fermée. Le président Ouattara l'a d'ailleurs dit dans son message. On lance toujours encore, on tend le bras à ceux qui peuvent se disent aux fautistes, qui les rejoignent la famille des fautistes qui est le RADP. Parce que le RADP a l'avantage, je vous le dis, madame, d'immortaliser au fouet, de magnifier son œuvre et de l'immortaliser. Mettre la première fois... Vous n'aviez pas ça au PDCI? Non. Vous permettez que je fasse le raisonnement, mon développement? Allez-y. Vous voyez, quand vous prenez l'histoire en France, il y a eu beaucoup de mouvements qui ont été créés depuis l'UDR jusqu'à aujourd'hui. Tous ces mouvements se sont réclamés du gaullisme. Mais aucun n'a pris le nom de gaulliste. Nous disons, nous sommes des héritiers de Houphouët, nous sommes des disciples de Houphouët. Nous créons un mouvement et nous voulons nous réunir sous son nom. On magnifie son nom dans l'appellation du parti, Rassemblement de Houphouëtistes, en posant comme premier terme un des termes chers à Houphouët qui est l'union. Le rassemblement n'est autre chose que l'union. Mais c'est l'union des enfants de Houphouët pour servir la démocratie et la paix. La paix qui est au début, au centre et la finalité de son œuvre. Donc, nous sommes allés en pèlerinage, nous avons prié, nous avons démontré que nous sommes une force politique, que nous sommes responsables, que demain, il faut que le pays soit bien géré et que le pays soit en paix, il faut le stabiliser. Alors, je repose ma question, Voilà, M. Huy Bernard. Pourquoi est-ce que vous avez quitté le PDCI pour le RHDP? Merci, madame. C'est une question qu'on m'a souvent fois posée. Pourquoi avez-vous quitté le PDCI? J'ai été militant du PDCI et RDA, militant actif de mai 68 au 17 juin 2018. J'ai été membre fondateur du MEICI, qui est une pépinière du PDCI. Moi, j'étais membre fondateur. Nous avons créé le MEICI les 3, 4, 5 avril 1969, par réaction à ceux qui voulaient amener en Côte d'Ivoire l'esprit de mai 68 en France. Donc nous avons fait nos classes, comme on le dit, dans le MEICI, qui pendant 21 ans a permis à l'école de Côte d'Ivoire de fonctionner normalement. C'est quand on a dissous le MEICI en 90 que l'école a été troublée. Bien. Je suis donc au PDCI. J'ai à ma droite le secrétaire général. Je suis membre du PDCI, j'ai près de 40 ans. J'ai été au comité exécutif avec monsieur le président à ma droite. Nous avons fait 10 ans. Le comité exécutif, c'est le secrétariat particulier du président. De 1991 à 2002, j'étais son conseiller spécial. De 2002 à 2012, j'étais également conseiller spécial du secrétaire général. Donc, c'est ma maison. Mais que s'est-il passé? Très bien. Houphouët, en mourant, a dit: je m'en vais, mes enfants, je vous laisse le pays. Entendez-vous? Si vous vous entendez, le pays sera développé en paix. Il est parti, on ne s'est pas entendu. Et il y a eu, de 2002 à 2010, ce que nous avons appelé la longue éclipse. La longue éclipse
au cours de laquelle l'État de Côte d'Ivoire a connu presque une anomie au niveau de ses institutions, une anomie totale. De recherche de paix en recherche de paix, nous sommes partis à l'INAS Marcoussis, 15 janvier au 24 janvier 2003, on est venu à un document. Le 24 janvier, tout le monde a applaudi. Il y en a qui étaient dans l'enceinte du centre de rugby et il y en a qui constituaient les équipes techniques autour. Nous, nous étions logés dans les équipes autour pour alimenter la conférence. On vient, on n'arrive pas à mettre en œuvre ce plan de paix. On retourne encore ailleurs. Et c'est au troisième rendez-vous d'Accra, qu'on appelait Accra 3, que Houphouët va venir parler à ces enfants que nous étions, que nous sommes dans sa salle. 28 juillet 2004, la première journée est bloquée. Le président Ouattara sort du cercle de la séance restreinte et il interpelle le président Bédié. Suivez-moi bien, je réponds à votre question, pourquoi j'ai quitté le PDC pour aller fonder le RADP. Le président Ouattara interpelle le président Bédié. Président Bédié, vous êtes notre aîné. Vous êtes le dépositaire de l'héritage de Houphouët. Réunissez-nous pour sauver son œuvre, la Côte d'Ivoire. 28 juillet 2004, nous travaillons pour aboutir à Paris au 18 mai 2005 pour signer la plateforme des Houphouëtistes. La plateforme des Houphouëtistes visait à mettre tous les enfants de Houphouët ensemble. Sur les questions électorales, il y avait une clause qui disait tous, on pouvait aller aux élections, au deuxième tour, on soutiendrait le mieux placé. 2005. On travaille qu'en 2010. En 2010, on met en jeu cette clause. Et le président Bédié fait un appel, tout le monde soutient le candidat du RADP mieux placé. 2010. Nous tombons dans la crise. Mais quand on sort de la crise, en 2010 déjà, c'est le président Bédié qui nous demande de réfléchir à la création d'un parti qui réunirait tous les enfants de Houphouët-Boigny. Nous étions en mission, Ehui Bernard, Aoussou Jano, Nyamke Kofi. Pendant des mois, on a travaillé chez Oussou à rédiger le premier projet de texte du RADP. On sort de la crise. 2011, on continue. On dit en 2015, puisque de 2011 à 2015, le RADP unifié a travaillé, continuons. Et nous continuons. Le premier d'entre nos responsables a utilisé le terme de parti unifié RADP, c'est le président Bédié, à Daoukro. Nous sommes en mission, on rédige les documents. Tous les documents sont rédigés. Nous arrivons à ce qu'on appelait la déclaration pour la création d'un parti unifié RADP. La scission va intervenir au bureau politique du 7 juin 2018. C'est ce jour-là que la scission a été créée. Et c'est ce jour-là que chacun a pris ses responsabilités. C'est ce jour-là que moi j'ai pris mes responsabilités. Parce que ce jour-là, que s'est-il passé? Vous donnez l'occasion d'éclairer ceux qui ne le seraient pas. D'accord, allez-y. On a mis en place un comité de haut niveau pour réfléchir à la création du RADP. Il a travaillé 6 mois sous la direction du vice-président Duncan et du premier ministre Amadou. Bon. Après avoir adopté les conclusions de ces travaux, des travaux de ce comité de haut niveau, tous les partis ont fait des congrès pour adopter les statuts de ce parti. Il restait le PDCI. Le PDCI décide de faire un bureau politique pour adopter les textes en bureau politique. Ces textes le lui permettaient. Mais on va en bureau politique. Sur les inscrits, sur près de 60 inscrits, on fait parler 20. Notre parti s'appelle Parti démocratique de Côte d'Ivoire. Si vous inscrivez 60 orateurs, prenez le temps de les écouter. Mais 20 parlent. Et sur les 20, 14 vous disent, nous, on est pour la signature immédiate des statuts, la création du parti. 14 sur 20, ça fait combien? Ça fait près de 70%, si je sais bien calculer. Et 6 disent, on est d'accord pour la déclaration, mais ne signons pas le statut maintenant. Attendons après les élections de 2020. Mais pourquoi donc on s'est mis ensemble? On s'est mis ensemble pour conserver le pouvoir en 2020. Si vous dites, allons diviser aux élections en 2020 et qu'après on a fait le parti unifié, le parti
l'unité n'a plus de sens. Alors, c'est donc pour cette raison que vous avez quitté le parti. Nous nous sommes séparés et nous sommes partis. D'accord. Parce que nous pensions que l'œuvre de Houphouët-Boigny méritait d'être préservée par l'unité, par le dialogue. Tous ceux qui partageaient cette idée, nous sommes partis pour créer le RADP. D'accord, vous avez bien compris. Que nous avons préparé pendant 14 ans. D'accord, M. Hubert, vous allez répondre tout à l'heure. Ma prochaine question à M. Fologo. Le 7 décembre dernier, vous avez choisi d'être à Yamoussoukro et non à Abidjan. Pourquoi? Moi, je n'ai pas choisi. Moi, je suis allé où se trouvaient les Houphouëtistes. Moi, je suis Houphouëtiste dans l'âme jusqu'à la mort. Là où on dit Houphouëtiste, je serai là. Qu'on aille au ciel. Je suis arrivé de Paris la veille. J'ai appris que les Houphouëtistes se retrouvaient à Yamoussoukro pour commémorer l'anniversaire du décès du président. Pour moi, le décès, c'est très important. C'est le jour où on prie pour le défunt, c'est le jour où on réfléchit, on se recueille, etc. Je suis allé, j'ai quitté ici à 5 h du matin et je suis allé directement à la basilique. J'ai été à la basilique, on m'a dit que les enfants d'Houphouët se rassemblent allez-y, allez-y, on vous entend. À la place Jean-Paul II, je suis allé là-bas, je me sens tout à fait à l'aise. Partout où se trouve le Houphouët, je suis à l'aise. Vous n'avez pas appris le rassemblement d'Abidjan? Non, je n'étais même pas au courant, je ne savais même pas qu'il y avait... Je ne savais pas qu'il y avait une messe à Abidjan. J'étais à Paris depuis 1 mois, je n'étais pas là, vous savez. D'accord. Voilà. Monsieur Veilly Bernard, allez-y. Oui, que vous avez... je ne serai pas aussi long que Monsieur Huy, mais je voulais dire que tout est une question de vision. Notre maître, à nous tous, Houphouët, c'est un homme de vision. Et je vous l'ai dit tout à l'heure, nous pensons au PDCI, qui est le parti fondé par Houphouët. Je viendrai là-dessus. Nous pensons que ce jour-là, le jour de l'anniversaire de son décès, c'est un jour de recueillement. Monsieur Huy l'a dit tout à l'heure, ils sont allés sur le caveau, mais ils ont terminé par démontrer leur force politique. Nous pensons que ce jour-là, ce n'est pas un jour d'activité politique. Ça, c'est notre vision. Maintenant, pour parler du PDCI, vous savez, il dit que c'est le RADP qui porte le nom d'Houphouët. Vous savez, Houphouët, la puissance politique qu'il avait, le charisme, l'autorité d'Houphouët n'aura jamais d'égal en Côte d'Ivoire par quelqu'un dirigeant. Mais malgré ses 33 ans de pouvoir, où il avait lancé déjà l'appel à l'union au stade Géo-André, quand il a dit « on ne se bat pas au chevet d'une mère malade », parce que la Côte d'Ivoire venait d'accéder à l'indépendance, ce n'était pas le moment de faire le mutuel. Il fallait d'abord s'unir dans un creuset commun pour bâtir. Mais il savait qu'un jour arrivera où cette union-là, les gens vont aller selon leur idéologie. Parce qu'avant l'indépendance, il y avait tous ces partis que nous connaissons. Il y avait les progressistes, il y avait le RDA, il y avait les communistes, il y avait tout ce monde-là. Mais pour bâtir la Côte d'Ivoire, il a appelé à l'union. Et il a utilisé la conviction, la méthode de dialogue, de concertation. Il n'a pas utilisé la coercition. Ceux qui étaient les plus anciens, nous avons étudié selon les documents de la Fondation, que chaque responsable de parti est venu à ce stade Géo-André prendre la parole ouvertement, avec témoignage à l'appui, pour dire que nous avons foi en cet homme. C'est un homme de parole, c'est un homme de vision, c'est un homme de conviction, et nous allons essayer la voie qui nous indique. C'est comme ça que le PDCI a réussi le rassemblement sans être un parti-État. Pourquoi j'ai insisté sur la puissance et l'autorité d'Houphouët? Il aurait pu faire comme certains pays, faire PDCI parti-État. Il ne l'a pas fait. Parce qu'il savait que c'était un démocrate dans l'âme, que le jour arrivera où la démocratie va être réinstaurée en Côte d'Ivoire. Parlons de cette démocratie. M. Bernard a parlé du bureau politique qui devait décider il a dénoncé le caractère non démocratique de ce bureau. J'en arrive, mais il faut que... Oui, on va y aller rapidement, mais il faut situer l'histoire. Houphouët aurait pu modifier la Constitution pour supprimer l'article 7. L'article 9, je crois, qui instaurait le multipartisme. Article 7, voilà. Autant pour moi, c'est ce que j'ai dit. L'article 7 qui instaurait dans la Constitution ivoirienne la possibilité du multipartisme. Mais pendant ces 33 ans de règne de parti unique, il n'a pas touché à cela. C'est pour cela qu'en 90,
quand le besoin s'est fait sentir, il n'a fait qu'appliquer l'article 37. C'est pour vous dire quoi? Le 30 juin 1990. S'il vous plaît. C'est pour vous dire quoi? S'il vous plaît. Pour vous dire quoi? Pour vous dire que quand on dit qu'on est héritier de quelqu'un, Houphouët aurait pu supprimer le PDCI pour créer peut-être un parti-État quelconque. Mais avant l'indépendance, tout le combat politique qu'il a mené, il a eu une seule âme. Cette âme-là s'appelle PDCI-RDA. Il n'y a pas meilleur moyen de rendre hommage, de sauvegarder l'héritage d'un père que sa maison qu'il a construite, de rester dedans, que l'arme qu'il a utilisée, qu'on puisse vivre avec cette arme. C'est notre conception au PDCI. Nous estimons qu'il n'y a pas meilleur moyen de pérenniser l'œuvre et la pensée politique, philosophique d'Houphouët que de pouvoir sauvegarder le PDCI-RDA. Alors, le bureau politique du 17 juin, je suis membre du bureau politique, nous y étions. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ce qui s'est passé, c'est que, pourquoi j'ai insisté sur le caractère démocratique d'Houphouët, Bédi est un démocrate. Le président Fologo est là. Quand il a été victime du coup d'État qu'il est revenu, c'est le seul président de parti en Côte d'Ivoire contre lequel son secrétaire général, son président de jeunesse peuvent se présenter pour disputer la présidence du parti. Aucun autre parti. Je mets un quelconque parti politique en Côte d'Ivoire au défi de nous démontrer cela. Il a fait à plusieurs reprises. C'est pour la même chose. Bédié aurait pu imposer, mais il est venu au bureau politique. Vous savez, ce n'est pas de l'arithmétique. Monsieur Huy dit, sur 60 inscrits, 20 ont pris la parole, 14 ont dit c'est mais qu'est-ce qu'il dit? Parce qu'au moment où il le dit, on était à minuit pour une réunion qui a commencé à 17 h. Donc, sur les 60, voilà les 20 qui sont... Mais il y a une tendance qui s'est dégagée. La tendance était qu'on n'était pas partant. Parce que pour faire un parti unifié, ça aussi, il y a un flou qui est entretenu. Pour faire le parti unifié, il faut que les partis existants qui vont à l'unification soient dissous en amont. Mais nous avons un parti unifié qui est composé des entités qui existent. Nous avons refusé la dissolution du PDCI pour aller à ce parti unifié. Quand on dit aujourd'hui que c'est la condition sine qua non pour maintenir la paix, mais ce n'est pas vrai. D'abord, pour qu'on fasse partie le régime des refondateurs, nous n'étions pas dans un parti unifié, nous étions dans un rassemblement. Dans ce rassemblement encore, chaque parti a présenté ses candidats au premier tour. Et c'est au second tour qu'on s'est aligné derrière celui qui est venu en première position. Pourquoi? En 2015, nous sommes allés plus loin. Le président Bédi a dit, n'allons pas disperser nos voix. Accordons un deuxième mandat au président Ouattara. Mais vous avez vu qu'il y a eu ce que le président a dit, il y a eu des gens qui ne voulaient pas. Ça a failli encore créer des scissions. Mais nous sommes allés encore à un congrès pour revenir sur cette décision, pour faire en sorte que le président Ouattara soit le candidat et du PDCI et du RDR. Mais qu'est-ce qui empêchait... Si on revenait au thème qui nous réunit... Oui, mais comme la question est revenue à ce niveau... Il va conclure très rapidement, monsieur Fologo. Ça vaut un débat, mais comme il a ouvert... au sein du PDCI mérite un débat. C'est un débat. Je vais conclure là-dessus. Comme il a ouvert, je dis que rien n'impose, parce que rien ne dit que le parti unifié peut aujourd'hui nous préserver de la guerre. Nous sommes dans un rassemblement. Il aurait fallu que s'il y a des résistances, qu'on aille toujours avec ces rassemblements. Et c'est ce que le président Bédié a d'ailleurs recommandé, quand nous allons dans ce rassemblement où chacun garde son autonomie. Nous ne comprenons pas d'où vient cette force de pouvoir. Je demandais aux universitaires sur ce plateau où ils situent exactement, à quelle période de l'histoire, donc vous situez la fracture au sein de cette famille. À quel moment vous avez identifié, on va dire, les germes de cette crise-là? Moi, pour vous répondre, heureusement que le président Fologo est là. Déjà en 1993, parce que la Constitution ivoirienne organisait clairement la succession au profit du président de l'Assemblée nationale. C'était assez clair. Et le président Fologo a pris son bâton de pèlerin pour défendre cette Constitution. Déjà en 1993, à la succession, les germes sont apparus. Vite étouffés. Mais il faut le dire, le président Houphouët, c'est vrai que la Constitution organisait
la succession. Vous parlez de l'article 11. L'article 11, mais il prévoyait un peu, comment dirais-je, il voyait une équipe autour de celui qui allait prendre les rênes. C'est vrai. Il le disait. Il le disait. Nous avons mis le chemin, vous ne ferez qu'élargir le chemin, mais autour d'une équipe, autour d'une équipe soudée. Voilà un peu ce que le président entrevoyait en termes de succession. La constitution qui organisait, mais une équipe autour du dauphin. Professeur Alou, selon vous, qu'est-ce qui a occasionné cette confusion autour de l'article 11 en 93? C'est la lutte pour le pouvoir. Simplement la lutte pour le pouvoir. Mais moi, ce que je voudrais dire, souvent on parle de la paix du président Houphouët-Boigny, de son désir de paix. Mais la paix ne va pas sans la justice. Est-ce que vous savez que le palais du gouverneur, là, le président Houphouët l'a fait détruire pour construire ce palais qui est là. Mais ce palais-là n'est pas anodin. Ce palais a la forme d'un siège à Caen, qui est le siège rectangulaire que les Agnés appellent Cécébia, que les Baoul appellent Cécébia. Qui veut dire, ça veut dire ce qui est juste, donc qui est fondé sur la justice. Vous voyez? Donc, il a voulu fonder son pouvoir sur la justice. Mais s'il n'y a pas de justice, comment est-ce que la recherche de la paix va se concrétiser au final? Ça ne peut pas se concrétiser. Donc souvent on parle de la paix, de l'héritage de Houphouët-Boigny concernant la paix. Mais on oublie son désir de justice. Parce que sans justice, il ne peut pas avoir de paix. Et c'est ça que moi je trouve fondamental qu'Houphouët-Boigny a voulu faire en détruisant le palais du gouverneur pour bâtir ce palais-là qui repose sur sa vision de justice. D'accord. Mais concernant ce que vous dites, c'est simplement la lutte pour le pouvoir. Il n'y a rien d'autre. D'accord. Monsieur Fologo, en 1993, était un acteur de la scène politique. Vous vous souvenez de cette réplique de Philippe Yassé, le pays brûle? Tout à fait. Et vous avez répondu quoi à l'époque? Il n'y a pas le feu. Il n'y a pas le feu parce que, comme l'a dit le professeur, il était prévu comment la succession devait se passer. Et la confusion, qu'est-ce qu'il a créé? Non, je veux dire qu'il y a eu des pays où il n'était rien prévu si le président de la République venait à disparaître. Je cite le cas de la Guinée-Conakry. Et rien n'était prévu, de sorte que quand le président Sékou Touré, paix à son âme, a disparu de façon peut-être inattendue, le bureau politique du PDG s'est réuni pendant 4 jours pour choisir un successeur. Le 4e jour, l'armée a pris le pouvoir. On ne peut même pas dire a pris le pouvoir, l'armée est devenue... Voilà. Donc, je crois que ici, on avait prévu un passage calme. C'est pourquoi j'ai pris à cette époque-là mes responsabilités. Et en disant, en tant que secrétaire général, j'ai dit, appliquons la Constitution. C'est le moindre mal. C'est tout ce que j'ai voulu. Ce n'était pas une question de personne, ni de... Je ne connaissais même pas les personnes qui se disputaient pour le pouvoir. Mais le principe d'appliquer une institution qui avait été votée à l'unanimité devait être défendu par le secrétaire général que j'étais. Je l'ai fait. Par la suite, je me suis aperçu que peut-être ce n'était pas la meilleure voie. Moi, je pense qu'il y a eu des erreurs après qui m'ont gêné, mais ça, c'est une affaire personnelle. Je pense que ce que je devais faire en 1993, je l'ai fait et je ne le regrette pas, je devais le faire. Par la suite, on a vu comment on pouvait se remettre droit et je crois que tout le monde n'a pas joué le jeu à partir de ce moment-là. Je crois qu'on ne peut pas ouvrir ce débat-là ici parce qu'aujourd'hui, c'est une émission d'hommage au président Houphouët-Boigny. Mais on tente aussi de comprendre, oui, c'est vrai, la crise. Je veux dire que vous, la télévision, vous avez 1000 occasions de provoquer ce genre de débat à la télévision. On y est, M. Fologo. Oui, mais ça fait 20 ans qu'on attend de savoir qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi ça s'est passé comme ça, quelles sont les conséquences, qui est responsable. Ça fait 20 ans, madame, c'est vrai. Madame, vous permettez, voilà, c'est pour répondre, enfin, pas répondre, me prononcer un peu. Quand le professeur dit que la crise, c'est la lutte de pouvoir, je ne suis pas trop d'accord avec lui. Nous avons fait un pacte, une alliance politique, en 2010,
à Paris, nous sommes venus, nous avons gagné en 2010, nous avons pris le pouvoir. Nous l'avons exercé dans le cadre du RAIDP. En 2015, il y a eu un gentleman agreement qui a dit, en 2015, nous laissons le candidat, parce qu'après tout, nous étions quand même dans un rassemblement où il y avait les partis. M. Ouattara était candidat du RDR. Donc, en 2015, quand il s'est présenté, il était encore candidat du RDR. Nous avons dit, le président Bédié a demandé à ses militants de l'accompagner pour lui accorder un deuxième mandat, sous réserve qu'en 2020, que ça soit une alternance au profit d'un cadre du PDC-RDR. Ce qui n'a jamais été... Ça a été dit assez clairement. Assez clairement, parce que ce discours qu'il a fait, c'est un discours public. Quand on parle de l'appel de Daoukro, le 17 juin, c'est écrit exactement qu'en 2015, étant entendu qu'on pourra faire une alternance entre le RDR et le PDCI dès 2020. Le discours est là. Si vous voulez, on va vous le faire sortir. Nous arrivons à la veille de 2020, les discours qui sortent, rien ne va dans ce sens de ce respect. En ce moment, le président dit, ah non, si on ne doit pas faire appliquer dans sa totalité, parce que l'appel de Daoukro, c'était un paquet. Nous sommes allés devant nos militants pour leur dire, renonçons à nos intentions, nos ambitions de conquérir le pouvoir en 2015, mais en 2020, ça sera notre candidat dans le cadre de rassemblement. D'accord, c'est donc alors, on peut pas, voilà, revendiquez aujourd'hui. Monsieur Bernard, ce qui n'a pas été respecté, et donc alors, chacun va de son côté. Bernard, pour le RHDP, allez-y. Madame, le président Fologo fait bien de chercher à recadrer le débat, parce que si on va dans cette direction, on a beaucoup de choses à dire. C'est vrai. Il parle de gentleman agreement. En politique, les papiers, ça s'écrit. Et le premier des responsables qui a parlé de parti unifié, PDCI, qu'il a appelé PDCI, RDS, s'appelle Henri Konan Bédié. Et c'est lui qui nous a mis en mission pour commencer à réfléchir. C'est lui qui a mis, avec le président Ouattara, en mission l'équipe qu'on a appelée le comité de haut niveau pour réfléchir à la création des partis unifiés. Ils travaillent 6 mois. Quand ils viennent à leur conclusion, on fait quoi de leur conclusion? On jette ça au panier, à la poubelle, ou bien on ne tient compte? Vous pensez que Duncan, Aoussou, tous ceux qui sont partis du PDC, ils sont partis par quoi? Mais c'est des convaincus, des fautistes convaincus. Alors, mais la procédure pour arriver, vous nous dites, j'ai utilisé une image banale pour traiter de cette affaire, pour que tout le monde comprenne. Vous êtes chef de famille. Un matin, vous vous réveillez, vous dites, bon, nous quittons Abidjan, on va à Yamoussoukro, pour telle chose. Les enfants, tout le monde est d'accord. Vous nous mettez dans la voiture. Arrivé à Saint-Grobo, vous nous dites, arrêtez, on ne va plus à Yamoussoukro, mais on va aller à Bosso. Mais le minimum, c'est de dire à la femme, aux enfants qui sont dans la voiture, je vous avais dit qu'on allait à Yamoussoukro, mais on ne va plus, on va à Bosso pour telle raison. Êtes-vous d'accord ou pas? D'accord, on si on dit on est d'accord, ça va. Si on n'est pas d'accord, on ne va pas. On vous a bien compris, M. Bernard. On va passer la parole à M. Fologo. Aujourd'hui, quelle valeur, quelle place au dialogue entre ces deux formations? Quelle est la place du dialogue qu'Oufoué a considéré à l'époque comme l'arme des forts? Je crois que, d'abord, moi, personnellement, je regrette qu'il y ait cette division, cette rupture. Vous savez que je regrette beaucoup le départ de quelques personnes charismatiques, que je considérais comme charismatiques, qui ne sont plus de ce monde. Des personnes comme Jean Konabani, je parle de Jean Konabani, le grand frère, je parle de Serigne Oleba et d'autres personnalités de ce niveau-là. Et devant le cercueil de Jean Konabani à Yamoussoukro, j'ai dit, j'espère que les dirigeants d'aujourd'hui ne nous amèneront pas à choisir entre Oufoué et Boigny. Parce que pour moi, c'est Oufoué et Boigny. Pourquoi tout à l'heure, je vous ai dit qu'il y a un trait d'union et il est important. C'est Oufoué et Boigny. On ne sépare pas. Donc, il ne fallait pas en arriver là. Personnellement, j'ai eu le temps d'attirer l'attention pour qu'on n'en arrive pas là. Et quand j'ai vu que je prêchais dans le désert, j'ai dit, entre Oufoué et son œuvre, moi j'ai choisi Oufoué. Oufoué, c'est son nom. C'est important pour moi le nom. D'accord. Oui, absolument. Alors, est-ce qu'en qualité de disciple, est-ce que vous avez un sentiment d'échec? Le dialogue n'est jamais rompu. Nous, les vrais Oufouétis, nous souhaitons le dialogue tout le temps. Même la veille des élections, je veux encore le dialogue. Je suis de ceux qui pensent
il doit avoir des personnalités morales qui existent et qui sont capables de remettre, de ressouder la famille. D'accord. Je pense qu'on doit travailler dans ce sens. D'accord. Alors, on va faire un dernier tour d'étape sur les solutions aujourd'hui pour recoller les morceaux au sein de la famille Oufouetiste. Professeur Alou. Oui, mais si en 30 secondes, la famille du PDCI RDA, enfin, je veux dire la famille d'Oufoué, doit se rassembler, mais c'est de mettre en application ce qu'il a dit. Ah oui, mais parce que c'est ça, il ne s'agit pas de Il a dit quoi exactement qu'on devrait mettre en application? Très rapidement, vous savez, il a dit, secondes. une fois il a fait une déclaration, il a dit, si tous les Ivoiriens s'unissaient même contre lui, il serait content de cela. C'est vrai. C'est ça. Il a déclaré ça. Il dit, si les Ivoiriens s'unissaient tous contre lui, il serait content de cela. Est-ce que c'est le cas? Non. Alors donc, on n'a qu'à mettre en application ce qu'il a dit. D'accord. Merci, professeur Alou. Professeur Nguessan. En 1961, en août 1961, Gagnois, il a dit, je le cite, parlant de l'unité, il dit là où la raison, là où le cœur ne nous dit pas d'aller à l'unité, la raison nous fait loi de nous unir. Absolument. Donc l'unité, il faut tenir à l'unité. Et si vraiment on est footiste, la moindre des choses, c'est de s'unir. Et comme l'a dit le président Fologo, comme c'est une quête perpétuelle, on espère qu'ils vont se retrouver et donc effumer, calmer de la paix. D'accord. Docteur Veilly, pour le compte du PDCI, oui. Est-ce que le PDCI aujourd'hui est toujours à la quête de l'unité de cette famille? C'est ce que notre maître nous a enseigné, de toujours poursuivre la quête de l'unité, de la paix et de l'entente, mais à condition de respecter la différence. Nous sommes ouverts à toute forme de discussion, d'entente, de collaboration, à condition que cela ne porte pas atteinte à la survie du PDCI-RDA, qui nous tient à cœur, et nous estimons que c'est ce que Oufoué, c'est ce qui identifie le mieux Houphouët-Boigny, l'homme politique. Donc, nous sommes ouverts à la paix, au dialogue. Et c'est quoi vos conditions, très rapidement? Nos conditions, premièrement, qu'on ne force pas le PDCI à la disparition. Ça, il est hors de question. Celui qui viendra avec un plateau d'or ou quoi pour nous dire de laisser le PDCI pour aller à une conquête de je ne sais quoi, ça, c'est une fin de non-recevoir. Deuxième condition. Deuxième condition, monsieur Ewi dit, quand on est en politique, on écrit. Il a pour côtoyer Oufoué. Le président Fologo est là pour le dire. Beaucoup de ce que Oufoué a fait, il a fait sur serment, enfin, par la parole, parce que c'est un homme de parole. Donc, dire que, parce que l'appel de Daoukro n'a pas écrit noir sur blanc qu'en 2020, ça va être pour le PDCI, donc, puisque c'est un accord politique, non. Je crois que, de toute façon, il y a un des professeurs qui l'a dit tout à l'heure, à la mort d'Oufoué en 1993, c'était écrit noir sur blanc. Alors, donc, une minute, voilà, je vais terminer, vous êtes d'accord. C'était écrit noir sur blanc que c'est l'article 11. Mais ça n'a pas empêché qu'il y ait des remue-ménages en ce moment-là. Notre deuxième condition, c'est qu'en 2020, c'est le PDCI qui doit, si on doit aller dans un ensemble quelconque, c'est le candidat du PDCI doit sortir du PDCI-RDA. Voilà. On ne touche pas à la survie du PDCI. Le PDCI doit présenter un militant actif en 2020. Voilà nos deux conditions. Monsieur Ewi Bernard, est-ce que ces conditions sont recevables au RHDP? Madame, permettez que je revienne sur le concept de l'unité, les appels. Alors, on est pratiquement à la fin de l'émission. Vous avez juste 30 minutes, comme tous les autres, pour répondre à la question. 30 secondes, pardon. Non, il ne peut pas demander au RHDP d'aller avec le PDC pour choisir le candidat de 2020. Nous sommes des partis différents. Mais je voudrais préciser une chose qu'il a dite sur le plateau. Ceux qui connaissent vraiment le PDCI ne diront pas ce qu'il a dit. Le PDCI pour Houphouët-Boigny n'a été qu'un instrument de combat, un instrument pour bâtir, pour faire son œuvre qui est la Côte d'Ivoire. Premièrement, les comités électoraux ont fait élire Houphouët en 1945. Houphouët s'est aperçu que les comités électoraux sont insuffisants, il faut créer un parti. Mais le parti n'est rien d'autre qu'un instrument pour développer la Côte d'Ivoire. Et Houphouët a prévu la dissolution possible du parti, du PDCI. Article 19 des premiers statuts. Les premiers statuts du PDCI
qu'on a déposé dans les mains du gouverneur Latry le 27 avril. Il y aura 10 secondes, M. Louis Bernard, 10 secondes. Le 30, le PDC fonctionne, il est prévu la dissolution. C'est un instrument de combat qui peut s'adapter à la forme de combat. Alors, donc cette première condition est rejetée au RHDP. La deuxième condition, l'alternance au sein de... Non, nous ne sommes plus dans ce schéma. Nous sommes dans un parti qui s'appelle le RHDP. Et notre parti ira à sa convention, désignera son candidat. Nous ne pouvons pas nous associer à un autre parti pour désigner son candidat. Merci, M. Louis Bernard. Monsieur Fologo, je vous laisse le dernier mot. Vous avez écouté voilà, les différentes parties. Pour conclure. Bon, écoutez, moi, je suis un fouettiste. Je le suis, je l'ai été toute ma vie. Je le resterai jusqu'à ma mort. Je l'ai déjà dit, je le répète. Je souhaite que tous les enfants de Fouet, tous ceux qui se réclament de Fouet-Boigny, en viennent à ses enseignements. Il nous a donné une route, il faut tout faire pour la suivre. C'est difficile, même si c'est difficile. Il avait prévu que ce serait difficile. Et c'est pourquoi il nous avait dit, vous réussirez en équipe. Le professeur l'a dit. Alors, ils en viennent au PDCI, au RHDP. Quelle peut être la forme de ces retrouvailles-là? Où ils se retrouvent? Moi, je suis un croyant. Je dis qu'il existe sûrement des personnes qui sont en mesure de rapprocher. Moi, je ne suis pas pour la division. Voilà, c'est tout. Vous ferez cette démarche-là? Bon, je ne suis pas peut-être bien placé pour la faire, mais je souhaite qu'on en arrive là. D'accord. Alors, merci à tous d'être venus sur notre plateau. 26 ans après sa disparition, que reste-t-il de l'héritage politique de Félix Houphouët-Boigny? C'était le thème de cette émission spéciale. Nous étions en compagnie de M. Laurent Dona-Fologo, compagnon de Félix Houphouët-Boigny. Bernard Ehui, également ex-collaborateur de Félix Houphouët-Boigny, représentait le RHDP ce soir sur ce plateau. Pour le compte du PDCI, avec Dr Véhi Bernard. Nous recevions également deux enseignants, le professeur Nguessan Mahomet de la Fondation Félix Houphouët-Boigny, également enseignant-chercheur à l'université de Cocody, et le professeur Alou René de l'université Félix Houphouët-Boigny. Cette émission est terminée. Je vous laisse avec cette citation de Félix Houphouët-Boigny. Le vrai bonheur, on ne l'apprécie que lorsqu'on l'a perdu. Merci de nous avoir suivis et bonne suite de programme sur RTI 1.